Libre Opinion, une tribune de haute facture qui reçoit les invités des marques pour analyser de manière beaucoup plus approfondie pour vous permettre d'avoir une idée claire et nette sur l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo, surtout des sujets brûlants de l'heure, parce que vous êtes nombreux à en avoir le cœur net pour savoir comment faut-il analyser de manière beaucoup plus juste et correcte de la situation telle que ça se présente à ce jour. Vous devez vous calmer parce qu'à ce jour, nous recevons pour vous un invité de marque, un habitué de cette émission qui apporte des analyses pointues, alors très pointues sur le plan scientifique. Il s'agit du recteur Louis-France Kouzike Santotula. Il est à la fois recteur et recteur. Parce que à travers l'école des communicateurs, il encadre, il continue à former de ce côté-là. Il est également expert des questions de diplomatie en République démocratique du Congo. Il fait ses recherches en doctoral et en même temps, il a les titres qualifiés de droit. Il est également juriste et aussi il s'occupe des questions de droit international. Louis-France Kouzike Santotula, DG de SML 13 Télévision. À ce titre, nous ne le recevons pas comme directeur général de cette chaîne, mais il est là en qualité de scientifique et nous allons échanger autour des sujets aussi importants que nous allons interagir avec mon confrère Nathan Kianza-Angeleka, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Lemon, bonjour à Monsieur Louis-France, notre invité, et bienvenue à lui. Bonjour à ceux qui nous suivent de partout à travers la République. Merci de la confiance que vous ne cessez de renouveler à ces magazines, La Libre Opinion. La Libre Opinion, nous allons aborder d'un sujet qui fait couper le souffle. Il s'agit bien des vrais faux coups d'État. Est-ce qu'il y a eu réellement coup d'État en République démocratique du Congo? Quels sont les éléments qui le contourent? Quand est-ce qu'il faut parler d'un coup d'État sur le plan scientifique pour que tout le monde ait un même entendement de fait? Parce qu'il y a beaucoup de questionnements qui manquent pratiquement des réponses exactes pour des Congolais. Et dans ces milieux-là, nous voulons vous apporter des bonnes réponses scientifiques dans vos salons. Mais aussi, on va se poser la question de savoir comment ces assaillants ont-ils réussi à franchir les frontières de la République démocratique du Congo? Parce que selon le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, ils sont passés de l'Angola. Comment sont-ils arrivés ici avec des citoyens étrangers, donc américains et canadiens, détenant les passeports de ces États? Est-ce que le service d'immigration nous doivent des explications? Qu'est-ce qui se passe exactement depuis ces opérations-là jusqu'à ce jour? Personne n'est arrêté officiellement, alors que dans un coup d'État, on devrait assister à des arrestations en cascade de complices à tous les niveaux, surtout du côté de l'appareil de sécurité de la République démocratique du Congo. Comment cela s'est passé? Et aussi, nous allons revenir en dernier lieu avec notre deuxième sujet qui concerne la révision ou le changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'avec ces événements, cela va créer la peur et la psychose au sein de la population pour que les régimes puissent passer à une vitesse supérieure pour les changements complètement de la constitution de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a opportunité ou il n'y a pas opportunité? Ce sont là les deux sujets que nous avons retenus pour vous, pour discuter avec celui qui a des réponses attitrées en termes de son expertise scientifique, Louis-France Kouzike Santotula, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Nonon Kourou Mawawissa. Bonjour à M. Nathan Kianza, qui est en train de manipuler son téléphone. Alors, merci beaucoup pour cette marque de confiance que nous avons vis-à-vis de notre peuple. Et il fallait aussi rappeler, en passant, que je parle ici comme candidat président de la République. En 2028. Qui prône un État moderne. Un État moderne prend aussi en compte l'organisation, le fonctionnement, la conception, l'architecture, tout ce qui va avec un État moderne. Donc, je suis qualifié de parler de cette question de putsch, pas dans un angle politique, mais dans un angle scientifique. Quand est-ce qu'il faut parler d'un coup d'État? Parce qu'il y a, même dans les interventions des autorités, il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de ratés. C'est comme ça que j'ai toujours dit, le jour où nous allons construire la République, une République moderne que je voudrais bien mettre en place, vous constaterez avec moi que ne parlera pas de l'État qui voudra. Il faudrait laisser aux personnes qualifiées de parler de l'État et de son fonctionnement, de manière à ne pas créer des jurisprudences négatives sur l'avenir de notre pays, notamment sur les recherches de nos enfants, sur les recherches de nos étudiants. Lorsque vous abordez cette question du coup d'État et vous l'abordez
avec légèreté, avec insuffisance, avec limite, non seulement vous perturbez les travaux scientifiques des enfants qui mènent des recherches, mais aussi vous semez des doutes sur la crédibilité de vos informations. Voilà pourquoi nous allons faire un effort de requalifier les choses et de donner des indicateurs scientifiques attitrés pour définir la nature de ce qui s'est passé exactement, parce qu'il n'a pas été question d'un coup d'État du tout. Il faut donner un contenu à ce qui s'est passé. Alors, en ce moment, chacun sera informé dans l'avenir de quand est-ce qu'il faut parler d'un coup d'État, quand est-ce qu'il faut parler d'un renversement d'un régime, quand est-ce qu'il faut parler d'un putsch, quand est-ce qu'il faut parler d'une tentative de renversement d'un régime. Tout ça, ce sont des éléments de réponse que nous allons disposer à notre peuple, bien entendu, avec l'accompagnement des semelles et de votre coprésentation. Merci beaucoup, Louis-France Kouzikessa Antotila. Nous allons à présent ouvrir les balles quant à notre libre opinion de séjour. Louis-France Kouzikessa, en votre qualité de candidat président aux élections de 2028, où vous y préparez déjà, est-ce que nous pouvons à ce jour, au regard de ces événements qui ont marqué la semaine dernière en République démocratique du Congo, les week-ends, tout le monde a vécu les scénarios en direct sur le compte Facebook d'un certain Christian Malanga qui est déjà mort à ce jour, qui a été abattu, et sur les champs. Est-ce que dans ces contextes-là et de la manière dont les autorités nous ont présenté la situation, sans que des sites stratégiques comme l'aéroport, comme étant le gardiennage, la logistique de l'armée, les camps stratégiques ou encore les sièges réels du président de la République, là où il s'installe, là où il travaille, ici j'ai fait allusion à la cité de l'OIA, ne soient touchés, ne soient frappés, et seule la résidence de Vital Kamerhe et le palais de la Nation qui avaient été visés. Est-ce qu'au regard de ces décors-là, vous étant scientifique, vous avez 5 minutes, vous pouvez ici nous donner des éléments qui poussent à croire que les Congolais ne peuvent pas penser à un certain coup d'État? Cher Nononcourt, j'ai tenté de mener une analyse ou des analyses aux hypothèses concurrentielles de ce qui s'est passé avec M. Christian. Je n'ai pas compris exactement ce que le monsieur voulait. Je n'ai pas compris exactement ce qu'il allait faire. Et je n'ai eu aucune idée sur la motivation de ce qu'il était en train de faire. Je peux dire pourquoi ça devrait être une blague. Je vais analyser avec vous. Et je vais commencer par qualifier d'abord ce que c'est un coup d'État. Il y a deux termes qui sortent, qu'il faut noter. Il y a un coup, il y a un État. Et le concept coup d'État n'est pas un concept scientifique. Il faut d'abord le noter. C'est un concept sociologique. Quiconque peut l'utiliser parce qu'aucun auteur scientifique n'a donné un contenu sur un coup d'État. Du tout. Mais il existe le coup d'État constitutionnel. Ce que nous appelons la violation intentionnelle de la Constitution. Est un coup d'État constitutionnel parce que il est assorti des sanctions constitutionnellement pénales prévues à l'article 165 et 166 de la Constitution quand on parle de l'infraction de haute trahison dans le chef de la fonction du président de la République. C'est un coup d'État. Il peut exister un coup d'État économique. Quand vous apprenez le détournement des deniers publics, des millions, des centaines de millions détournés, ce sont des coups d'État économiques et financiers. Il existe aussi des coups d'État militaires. Lorsque les gens prennent des armes, maintenant il faut définir la nature. Dans un État, l'armée peut prendre des armes pour renverser le régime. Les poches résiduelles d'insécurité, ce que vous appelez des rébellions, peuvent prendre des armes pour renverser le régime. Les individus peuvent prendre des armes pour renverser le régime. Un individu aussi, un politique, peut prendre des armes pour renverser le régime. Ça dépend de la nature de la personne qui prend les armes. Alors, dans les cas d'espèce, les cas sous examen, le monsieur en face de moi, il est mort, bien entendu.
paix à son âme, et puis mes très sincères condoléances à toute sa famille. Qui tenait et prônait un nouvel État, c'est-à-dire le Nouveau Zaïre, selon lui. On reste africain. Ouais. Très sincères condoléances. D'abord, la première des choses, je fustige la démarche. Je ne suis pas solidaire à cette démarche. Pourquoi? Je suis celui qui pense promouvoir un État moderne. L'État moderne passe par l'organisation, notamment la mise en place des organes de l'État. Le premier élément symbolique de l'organisation de l'État en démocratie classique, qui symbolise l'État moderne, c'est l'organisation transparente et démocratique des élections. Pas d'élection, pas d'État moderne. Pas d'élection, pas d'État démocratique. Et là où nous en sommes, j'ai toujours été d'accord que Félix Tshisekedi doit partir par les élections, parce qu'il est entré par les élections, bien que bâclé. Je n'ai pas dit que Félix Tshisekedi a gagné les élections. Non. Félix Tshisekedi est entré au pouvoir par les élections. Et de droit, il doit aussi sortir du pouvoir par les élections. Et il faut que le peuple congolais soit témoin de comment Félix Tshisekedi sera battu. Parce qu'il est au dernier mandat, il arrive en 2028, il ne va plus postuler, il laisse à nous autres qui jouissions encore de droits électoraux de concourir aux élections et devient sénateur à vue, le deuxième sénateur à vue. C'est ce qu'on appelle progression démocratique d'un État. Des observations. Première observation, ici dans ce pays, le peuple s'est levé pour chasser Marshal Mobutu et son Zaïre. Le basculement du Zaïre au Congo, en République démocratique du Congo, était un souffle respiral du peuple congolais sur le plan politique. Revenir encore avec le Zaïre, c'est réinstaurer la dictature, parce que le premier élément symbolique donc on dit qu'ils sont nostalgiques de la dictature. Donc, aujourd'hui, parler du Zaïre, c'est parler de la dictature. À partir du moment où nous nous battons pour le départ de Félix Tshisekedi en 2028, le monsieur en vient avec un drapeau pour dire non, non, il faut revenir à l'époque de Mobutu. Premier élément qui m'amène à fustiger sa démarche. Deuxième, il vient comment? Le monsieur vient faire un coup d'État à 3 armes pour une unité loyaliste de 60 000 hommes. Ok? Combien de bataillons? Combien d'unités? Face à 3 armes AK-47, le monsieur veut renverser un régime. La première aventure. Je suis en train d'analyser. Donc le monsieur veut défier un État qui a 60 000 hommes face à 3 armes. 3 armes, AK-47, du reste, combien de munitions, je ne sais pas. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a ce qu'on appelle le symbolique de tout pouvoir. Vous les avez cités, bien entendu. La résidence du président de la République, la chaîne nationale, l'aéroport international, sont des sites qu'on appelle stratégiques, on appelle ça les symboliques de l'État. Dès que vous touchez à ces symboliques, vous touchez à l'État. Mais en dehors de ces 3 symboliques, vous êtes encore en dehors de l'État. Et ce sont les sites les plus sécurisés de l'État. Même quand je deviendrai président, la concentration sécuritaire, parce qu'il suffit qu'une personne passe à la RTNC, fasse une déclaration contraire à l'État, l'État est tombé. Ça se passe comme ça, en fait. Ça, je suis en train de vous parler de l'État, de l'organisation de l'État moderne. Dès que quelqu'un dit à l'aéroport, pas d'entrée, pas de sortie, le pays est tombé. Mais parmi les sites stratégiques, le palais de la nation n'en fait pas partie. D'abord, on dit que ça fait partie du patrimoine du président de la République. Non, non, ce n'est pas le patrimoine. Il n'existe pas de patrimoine. Le président ne travaille pas au palais de la nation. Là-bas, c'est l'administration. Il n'arrive même pas, presque. Mais des fois, il reçoit ses hôtes là-bas. Même s'il reçoit les gens là-bas, je pense que c'est une fois les 3 mois. Je ne vois pas qu'est-ce qui est de sacré du président au palais de la nation. Je ne vois pas. Ça, c'est de 1. De 2. Le monsieur qui vient
Avant son coup d'État, il fait la déclaration. Pendant qu'il est en pleine opération. Mais il commence à crier. Kinshasa est entre nos mains. Ingeta. C'est chaud, vous savez. Pour ceux qui ont étudié l'art de la guerre, savent que les guerriers ne parlent pas avant la fin de l'action. Vous pouvez suivre tous les documentaires de grands événements d'État au niveau international. La déclaration vient après l'action. Mais l'action ne vient jamais avant. Enfin, la déclaration ne vient jamais avant l'action. Jamais. Alors, je suis en train de faire une analyse sémiologique et criminologique du monsieur. Le premier élément, le monsieur a des garanties. En le voyant, il est sûr que rien ne lui arrivera. Il se sent chez lui. Vous savez, nous sommes humains. Même quand vous êtes déterminé à faire quelque chose, mais quand la chose coûte la vie, il y a un certain comportement qui anime la personne. Quand vous analysez le comportement du monsieur Christian et vous regardez le comportement des autres personnes, il y a un décalage. Il faut bien regarder la vidéo. On dirait qu'il avait certaines assurances. Voilà. Donc, moi, je suis en train de faire ici une analyse sémiologique et criminologique. Sémiologique, c'est en termes de comportement, des signes, et criminologique en termes de mouvements qu'il présente en tant que posture individuelle. Le monsieur a plus d'assurance que tous les autres coéquipiers. À la limite, son fils. Et il prend le risque quand même de faire venir son fils. Ça, c'est de 1. De 2. Le monsieur ne se comporte pas comme président de la République. Parce que quand quelqu'un veut faire tomber un État et qu'il veut devenir président, il va se comporter comme tel. Ce n'est pas lui qui prend la parole. Il y a un porte-parole. Regardez bien. Dans tous les États qui ont été victimes de putsch, ce n'est pas le putschiste qui prend la parole en premier. Il y a toujours une structure de circonstances mise en place. Mais le monsieur est lui-même porte-parole. Il est lui-même secrétaire général du mouvement. Il est lui-même financier. Il est lui-même tireur d'élite. Recruteur. Il a lui-même l'arme entre ses mains. Sur le plan symbolique, le monsieur n'a pas eu d'ambition de devenir président. Je suis en train de faire des analyses concrètes du monsieur. Le monsieur n'avait aucune analyse, aucune intention de devenir président. Mais on a vu à travers les réseaux sociaux beaucoup d'images qui ont circulé. Alors que je ne donne la parole à Nathan Kianza, montrant le monsieur en train de se préparer en plein centre d'entraînement de comment apprendre les gens à tirer. Il y a eu même de blancs et noirs muets dedans. On se pose la question, est-ce que ce n'était pas quelque chose qui avait été déjà mijoté avant? Je suis en train d'aller dans les analyses. Parce que quand vous allez à cette conclusion, les gens, il y a des gens qui ne comprendront pas. Qui vont prendre ça comme ils veulent. Au regard de la sensibilité du dossier, je suis en train d'aller, je vous ai parlé des hypothèses concurrentielles de l'analyse. Comme ça, chacun à la maison peut tirer des conclusions en sa manière. Deuxième élément, troisième constat. L'effectif. Ils étaient à peine... Quarantaine. Non, une quarantaine. Non, même pas 40. Une vingtaine. Et des Koulouna dedans, on a vu à travers les images. Mais sur les 20 éléments qui l'accompagnaient, il n'y a que 3 personnes qui sont munies d'armes. Donc tous les autres sont intervenus chemin faisant. Ils n'étaient pas dans la préparation de la chose. On est d'accord? Parce que je sais que le travail que le service de sécurité vont faire, c'est d'identifier les origines de ces armes-là. Ce n'est pas compliqué. Il y a ce qu'on appelle la procédure d'identification d'armes. Je ne sais pas chez nous ici si ça existe ou pas. Mais entendre le FEPM de l'intérieur, ils sont venus avec ces armes-là. On dirait que lui, il a déjà mené l'enquête. Bon, vous savez, quand nous parlons de choses sérieuses, il y a des noms qu'il ne faut pas citer. Juste pour des raisons de respect aux téléspectateurs. Alors, le monsieur, quand vous regardez dans tous les États du monde, il y a ce qu'on appelle la procédure d'identification d'armes. Quand une arme tire ici, l'État n'a pas besoin d'arrêter les individus pour savoir d'où est venue l'arme. Il suffit d'identifier d'abord le son de l'arme. On peut identifier, il y a les experts qui disent, ça c'est tel type d'arme qui devrait être doté dans telle unité. Déjà, en pêle-mêle, on peut se faire une idée. Et ici, dans notre pays, dès qu'on arrête une arme,
on peut facilement identifier l'origine de cette arme-là. Parce que toutes les armes sont cachetées, numérotées. Bon, je ne sais pas, sauf si ça ne se passe pas comme ça, je ne sais pas. Ça, c'est quand je deviendrai président, je le ferai comme ça. Bon, je ne sais pas, est-ce que Félix Tshisekedi le fait comme ça, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que le monsieur voulait? Le monsieur voulait devenir président. Est-ce que, admettons, même par absurde, au palais de la nation, après son opération, il allait terminer là-bas, ou il allait prêter serment là-bas? C'était quoi le scénario? Parce qu'on sait que vous ne pouvez pas prêter serment si celui que vous voulez faire partir est encore sécurisé. Non. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis en train d'analyser l'idiotie du monsieur. Ça, c'était, on a assisté à une idiotie politique. Ça n'a rien de tout ce que... C'est-à-dire vous êtes en train de donner une importance à une affaire qui n'a pas de contenu. Et tous ceux qui ont un regard d'intelligence artificielle sur l'analyse stratégique, géostratégique, peuvent vous dire que c'était des fumeurs de chanvre, très motivés, réunis, qui se disent, ok, nous allons faire notre show, on va nous arrêter, nous savons que nous serons libérés. Par rapport à telle garantie que nous avons, telle garantie. Malgré ça, ne sachant pas qu'en faisant des affrontements, il y a des éléments qui ne savent pas qu'il y a des consignes qui vont tirer. Et vous êtes morts bêtement en faisant le show. Ça, c'est un feuilleton de novelas. Même les feuilletons de novelas peuvent être conçus, montés et exécutés. D'abord, le monsieur n'a pas la capacité de faire un coup d'état. Ne vous en faites pas. Déjà, quand je le vois, je l'analyse. Il n'a pas cette capacité-là. Il ne représente aucune menace. Aucune. Parce que quand vous faites dans l'étude de la géostratégie, le premier élément d'analyse, c'est la capacité de résistance et de confrontation. Le premier élément qui doit être analysé dans la géostratégie. Excusez-moi, il y a des choses que je vais sortir ici, mais bon, qui font partie de la sécurité, mais il faut le prendre, c'est dans la science, il faut le prendre comme tel. Lorsque vous allez dans un affrontement, même à l'est de la République démocratique du Congo, quand nous voyons soldats se battre, le premier élément qui entre dans l'analyse, c'est la capacité de résistance et de confrontation. Le deuxième élément qui entre dans l'analyse, c'est la capacité de l'offensive de l'adversaire. Et le troisième élément, le quatrième élément qui doit être analysé, c'est la durée des confrontations. Vous êtes capable de tenir dans la résistance pendant combien de temps? Et votre ennemi est capable de tenir pendant combien de temps? C'est comme ça que quand je deviendrai président, je vous ai toujours dit que je terminerai la guerre en 6 mois. 6 mois, terminé. Le monsieur là n'a mené aucune étude vis-à-vis de l'adversaire qui est en face de lui, sachant qu'il allait affronter une armée loyaliste d'un État. Bon, pas un État, d'une république, à la limite d'un pays. Parce que j'ai toujours dit que nous ne sommes pas encore devenus un État. Mais prenons comme tel. Vous allez affronter une armée d'un État qui a des unités, qui a les différents spécialistes, s'il y en a, et à la limite, au nom de la coopération militaire, qui peut avoir des demandes d'aide des autres États voisins. Parce que vous savez, par des conventions de base juridique internationale, l'État congolais a le pouvoir, s'il est bloqué, de demander une aide à un État voisin pour lui venir en aide en termes de renforcement militaire. On peut demander à Brazza, comme c'est plus proche. On peut demander à Zambie. On peut demander à ceci. Est-ce que le monsieur a eu la capacité de désactiver les réseaux? Je suis en train de faire une analyse approfondie de la chose. Si vous voulez affronter un État, on commence par désactiver les réseaux de tous les États voisins. Vous allez constater, je prends la question, lorsque Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila se battent en 2006, Joseph Kabila a demandé un renfort qui n'est jamais venu. Parce que les Belges ont travaillé sur la déconnexion du réseau de la RDC avec les États voisins en termes de renfort. Est-ce que le monsieur avec 3 armes,
était capable de se battre pendant combien d'heures? Combien d'heures? Parce que la guerre a commencé, la situation a commencé à 4 heures. Il devrait aller jusqu'à quelle heure? Quel a été le stock de ces munitions? Et où est-ce qu'il prendrait les renforts en cas de la non-résistance, s'il devenait faible? Il allait demander de l'aide où? Est-ce que les gens qui l'entouraient lui ont posé toutes ces questions-là? Non, c'est comme ça que je vous dis que le monsieur était un Tintin qui voulait faire un show, sûrement avec ses complices d'ici, sûrement. Mais lui, François, vous pensez que un Tintin peut justement accepter comme ça de venir se faire tuer? De quitter les États-Unis? Se faire tuer bêtement À comme ça. l'idée, hein, il savait qu'on n'allait pas les tuer. Sûrement, il pouvait avoir des garanties que quand on t'arrête, on va te libérer. Des garanties venant de qui? Non, mais mais est-ce que vous pensez qu'il était en contact avec certains dignitaires de notre pays? Bon, là, je quitte un peu l'analyse approfondie. Je vais aller maintenant dans l'analyse politique. Vous voyez un monsieur quitter les États-Unis. Vous savez faire traverser une arme dans une frontière, vous savez ce que ça coûte? Une arme dans une frontière. À l'aéroport d'Engil, ici, vous allez avec une arme. J'ai un ami, bon, j'ai les noms. J'ai un ami à moi. Un jour, je vous fais une confidence. On est en train de manger. C'est un ami, on a étudié avec lui. Alors, il me pose la question, parce qu'on était en train de parler de la géopolitique. Il a un ami à lui, un grand frère à lui qui est aussi au Kasaï là-bas, tout ça. Il lui dit non, toi tu es à Kin? Oui, je vais te donner l'argent, achète-moi des matraques. Tu m'amènes au Kasaï. Sûrement son grand frère là était militaire, policier ou quoi. Il dit, ah ok, on vend ça où? Il dit, oh non, il faut chercher à Kin, il y en a toujours, on vend. Je les regarde 2 fois. Je dis, ah bon? Monsieur, tu vas acheter des matraques? Oui. Passer avec ça où? À l'aéroport d'Engil ici. Tu vas passer? Je lui ai dit, je te déconseille. Il ne faut pas oser. Ça, c'est des matraques. Je ne parle pas des armes. Une arme, dans une frontière, il faut une feuille de route d'un État à un autre. Il faut des coopérations. Pour qu'une arme quitte les États-Unis pour arriver en RDC, il faut que le gouvernement américain ait une coopération avec le gouvernement congolais en termes de passation d'armes. C'est une question d'État, monsieur. Ce n'est pas une question individuelle. Un individu n'a pas le pouvoir de transposer les armes. Qui qu'il soit, commando soit-il. Ce sont les États qui ont le pouvoir de passer des armes. Et puis, ce n'est pas de n'importe quelle manière. Après plusieurs procédures. Mais le monsieur vient avec les armes ici, habillé en tenue. Et confirmé par le VPM de l'Intérieur. Bien sûr, vous avez suivi son audio. Le monsieur arrive jusqu'au palais de la Nation ici. Vous pensez que le monsieur n'a pas de contact ici, à Kinshasa? Vous êtes sûr? Attendez, on rigole quoi? On rigole quoi? Et en plus, le monsieur là, depuis qu'il a toujours été aux États-Unis, ayant le projet de venir ici, selon lui, renverser le régime. Donc il n'a jamais de contact avec les politiciens congolais, vous êtes sûr? Ou avec les militaires ou quoi que ce soit, vous êtes sûr? Il avait été ici en 2011. Dans son répertoire là, il a bâti campagne pour l'opposition. Dans son répertoire là, il n'a que sa femme et enfant. Vous êtes sûr? Et c'est avec ce numéro qu'il est passé jusqu'à aller au palais de la Nation, même monsieur. Alors, voici maintenant, je vais vous faire un schéma. Comme chercheur sur la question, je fais des recherches sur la géopolitique. Je vous fais la procédure d'un renversement, d'une tentative anti-patrie. Comment ça se passe? On appelle ça des activités anti-patrie, de putsch. Le concept approprié, c'est des activités anti-patrie. La première des choses, vous ne ferez jamais un coup d'État si vous n'avez pas une forte implication internationale. Il faut oublier. Jamais, et alors jamais, quelqu'un peut prétendre, dans tous les États qui ont été victimes, j'ai pris que les nôtres ne en soient pas victimes, parce que ça sera un recul grave, un voyou comme celui-là, vous lui donnez des pays, il sera pire que Félix Tshisekedi. Le monsieur que vous voyez là. Je vous dis, je vous jure, si le monsieur était passé président ici, nous on allait être foutus.
C'est un gang. Donc nous nous battons déjà pour faire partir un réseau de gangs. Vous faites entrer un autre gang. Ça, c'est vous sentez la quinoiserie. Il n'y a rien d'homme d'État. Il y a même de putschistes aussi, vous pouvez voir quand même, il y a un peu de posture d'homme d'État. Dans lui, je n'ai rien trouvé du tout. Il est chaud, il est chaud. Et le résultat serait quoi? Tu parles mal de son régime de putschistes, il va te tuer. Parce que déjà un président, lui, qui brandit les armes tous les jours. Est-ce que vous avez déjà vu Mosé Laurent Désiré, parce que c'est de lui qu'il s'agit, entrer ici, parce que est-ce que vous avez déjà vu Mosé Laurent avec une arme? Parce que Mosé Laurent Désiré Kabila a fait la rébellion aussi, et entré ici par la rébellion. Vous avez vu Mosé Laurent Désiré Kabila avec une arme en train de tirer? Non, jamais. Généralement, il avait un stylo et un papier, ou un carnet, ou un agenda. Généralement. Parce que c'est quelqu'un qui s'est mis dans une posture de président. Mais le monsieur, il n'y a rien de président en lui. Il n'y avait rien. 3. À part ce qu'on appelle l'implication des acteurs géostratégiques, les grandes puissances du monde, aujourd'hui, qui facilitent les coups d'État, surtout en Afrique, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a jamais de coups d'État en France. Jamais de coups d'État aux États-Unis. Jamais de coups d'État en Belgique. Jamais. Les coups d'État, c'est en Afrique. Je vais vous donner des raisons. Entre-temps, si le coup d'État n'est pas commandité au niveau des acteurs géostratégiques, jamais il n'y en aura pas. Parce que tous les chefs d'État au niveau d'Afrique ont leur soutien au niveau international. La sécurité, la plupart des sécurités rapprochées des présidents africains ne sont pas des sécurités de leur pays. Et toutes ces armées qui ont osé avoir des coups d'État dans leur pays, et aussi ont toujours des contacts. Regardez bien, ouais. Quelques heures après leur déclaration de prestation de serment, qui les reçoivent? Les ambassadeurs. Merci. Je vous dis des choses vérifiables. C'est-à-dire que moi, je suis en train de vous donner des dogmes. Deuxième opération. Vous ne pouvez pas faire un coup d'État dans un État si vous n'êtes pas en complicité avec l'armée du même État. Jamais. Il faut oublier, messieurs. Pour que quelqu'un prétende avoir fait un coup d'État, il devrait avoir la complicité de la chaîne de commandement de l'armée. Sinon, jamais il faut oublier. Il faut oublier. Troisième élément, il devrait avoir quelques contacts avec les États voisins pour les replis, on appelle ça replis stratégique. Si ça ne marche pas, quelle sera l'issue de sortie? Mais ici, vous voyez un groupe d'individus. Quand la chose n'a pas marché, comment ça s'est jeté dans l'eau? Ils nagent. Et ils ont été abattus dans l'eau. Le feuilleton a été très mal monté, très mal exécuté. Monsieur, vous allez poser les activités d'anti-patrie, mais vous n'avez pas de repli stratégique. Troisième élément. Vous ne pouvez pas mener une opération, vous ne pouvez pas renverser un régime si vous n'avez pas des intelligences qui réfléchissent au milieu de vous. On appelle ça les penseurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont, des chercheurs, bien entendu, des professeurs d'université, qui pensent la chose et qui donnent une dimension scientifique dans la chose. Jamais vous ne saurez pas. Quatrième élément, vous ne saurez pas renverser un régime si vous n'êtes pas avec les peuples. Il faut retenir ces 5 éléments. Le premier élément, j'ai dit, dans ça, je vous dis comme chercheur sur la question. Dans tous les États du monde, pour qu'il y ait un coup d'État, un renversement des régimes, premier élément, scientifiquement, il faut qu'il y ait l'implication des acteurs géostratégiques, c'est-à-dire les grandes puissances du monde, au niveau international. 2, jamais vous ne pouvez pas renverser un régime si vous n'avez pas la complicité de l'armée, de l'État, l'armée loyaliste. 3, si vous n'avez pas la complicité des États voisins pour une repli stratégique, si ça ne marche pas. 4, si vous n'êtes pas avec le peuple. Et 5e, si vous n'avez pas de moyens. Le moyen, la logistique. Sur ces 5 éléments, le monsieur Christian que vous voyez, qui est venu s'aventurer, se gâcher sa vie, n'a aucun élément de ces 5
réunis. Tout compte fait, il faut quitter maintenant l'aspect d'un coup d'État pour l'aspect d'un feuilleton de novelas qui a été mal conçu et qui a mal fini. Qui a très mal fini. Et ça, lui seul sait. Parce que je vais vous dévoiler un élément. C'est quoi l'intention d'abattre les commanditeurs de la chose? C'est quoi l'élément intentionnel? On pouvait bien les cueillir pour avoir certains éléments d'information. Dans tous les États du monde, dans tous les États du monde, quand quelqu'un tente de renverser, créer ce qu'on appelle renverser la sûreté d'un État, on ne les tue pas. On doit l'amener vivant, on doit tout faire pour l'amener vivant, parce qu'il est le seul qui détient les éléments d'information que personne d'entre ses coéquipiers ne détient. Mais il a été abattu tout de suite. C'est quoi l'intention? Pourtant, il devrait être vivant, qui devrait être interrogé et fournir certaines informations. Mais le monsieur a été tué. Ce n'est pas peut-être un problème de consigne au niveau des éléments qui ont été envoyés sur le terrain? Consigne de qui? De la hiérarchie, qui vous demande par exemple de ramener les vivants ou bien abattre, tuer sur tout ce qui bouge. Tirer lorsqu'il y a une forte résistance. Mais je vous ai dit que l'armée loyaliste congolaise est une armée dotée de 60 000 hommes, même plus. Face à un monsieur qui détient un AK-47, je pense qu'il n'a même pas 4 ou 5 munitions à l'intérieur. Il ne représente aucune menace contre l'État. Aucune. On allait la voir comme un enfant. Et déjà pour preuve, aucun élément de notre armée n'était décédé. Donc il n'y avait pas de résistance. Pour qu'il y ait résistance, il avait fallu que du côté de l'armée loyaliste, qu'il y ait aussi des victimes. Aucun militaire n'a obtenu une balle. Aucun. Ça signifie qu'en face des militaires qui étaient allés pour les renforts, il n'y avait pas de résistance. Et je vous ai dit ici tout à l'heure, en me paraphrasant, que le premier élément à analyser serait 1. La capacité de résistance du monsieur. 2. Sa capacité, la durée de la résistance, parce que la résistance doit avoir une durée. Pendant combien de temps il allait résister, même avant d'affronter. Vous savez, dans l'art de la guerre, avant d'affronter une personne, on commence par mener une étude. Donc, on ne vient pas seulement avec des armes. Non, non. C'est comme l'équipe de secours, Nathan, sans vous couper, est venue avec des obus, dont une des requêtes. Ça veut dire qu'il n'avait pas une étude. Juste au Congo d'en face, et on n'avait pas besoin de tout ça pour les cueillir. Vous avez compris. Il avait fallu mener une étude pour comprendre la capacité de résistance de l'homme en face de vous, la durée de sa capacité de résistance, les types d'armes utilisées et les modèles d'armes qu'il faut l'opposer pour l'avoir, et la capacité géostratégique du milieu et géopolitique. Tout ça, son issue, on devrait étudier. Et c'est un monsieur qu'on devrait avoir même pas tiré une seule balle de notre, parce qu'il y a des munitions qu'il faut aller terminer à l'est là-bas. On allait l'avoir comme un enfant. Alors, mais là, quand vous sentez l'agitation qu'il y a eu autour, qui a même accordé une importance sur un vide, je me dis, en posant les actes, il n'y avait pas une étude préalable. Et alors, ça, c'est un regret. Alors, Lufranc, c'est vrai, vous minimisez ce qu'a fait ces messieurs, vous appelez ça un feuilleton de novelas. Oui, ça c'est selon vous. Mais est-ce que vous pensez que c'était par hasard qu'il est allé au Palais de la Nation à ces heures-là? D'abord, c'était d'abord le tard la nuit. Et en plus, il a choisi que le Palais de la Nation. Est-ce que c'était par hasard qu'il a fait ça? Surtout Lufranc aussi, il faudrait revenir sur ce propos dans sa vidéo. Il dit, bon, ils avaient l'intention de venir chercher le président de la République, Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que c'était par hasard qu'ils sont venus à cette terre-là? Est-ce que vous pensez que c'était par hasard qu'ils ont choisi le Palais de la Nation? Est-ce qu'ils savaient que le président pourrait être là à ces heures-là? Je vous fais réfléchir sur 2 éléments. Vous savez que le long du Palais de la Nation a été démilitarisé depuis un temps. Vous savez ça? Vous savez la différence entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Joseph Kabila a travaillé au Palais de la Nation. Et Félix Tshisekedi ne travaille pas au Palais de la Nation. Après le départ de Joseph Kabila, même toutes les barrières qui étaient érigées, si vous connaissez la route, il suffit de faire un tour, toutes les barrières étaient enlevées.
Donc, il y avait déjà réduction de la capacité de sécurité. Le moyen de sécurité était réduit. Deuxième élément, les renforts qu'il y avait au Palais de la Nation n'est plus le même depuis le départ de Joseph Kabila. À la limite, il peut y avoir 5 ou 6 militaires, à la limite 6 ou 7 devant le Palais de la Nation. Donc le Palais de la Nation n'est pas très militarisé qu'avant. Peut-être les gens qui ont l'idée du Palais de la Nation sous Joseph Kabila parce qu'ils travaillaient là-bas. Mais aujourd'hui, le Palais de la Nation n'est plus sécurisé comme le Palais de la Nation d'avant parce que c'est resté une administration simple. Pour preuve, à l'époque, il n'y avait pas de passage. Quand vous venez de l'USP, on contournait, il y a une route pour entrer vers Affaires étrangères. La Banque centrale. La Banque centrale. Mais aujourd'hui, on passe par là. Et deuxièmement, on passe jusqu'à tard. Moi, ça m'est déjà arrivé de passer sur cette route-là tard. Très tard. Il n'y a plus de tracasserie, il n'y a plus de fouilles. Et quatrième élément, le monsieur ont cassé le mur. Quoi de plus normal si le site n'est pas très militarisé que les gens viennent avec des véhicules cassés et entrent. Vous voyez, ça c'est le premier constat. Le deuxième constat. Pourquoi avoir choisi les sites les moins militarisés? Si vraiment les messieurs étaient sérieux, ils devraient commencer par les sites les plus sécurisés. Je vous ai dit ici les symboliques de l'État qui sont les plus sécurisés. Je vous ai cité ces 4. Vous avez là où dort le président de la République, ou là où travaille le président au quotidien. Sous Joseph Kabila, c'était au Palais de la Nation. Sous Joseph Félix Tshisekedi, c'est à l'OIA. Le premier site stratégique. Le deuxième site, c'est la chaîne nationale. Parmi les sites les plus sécurisés, la chaîne nationale. Quand vous regardez le long de la chaîne nationale, c'est tellement militarisé jusqu'à aujourd'hui. Depuis. De tous les 4 coins. Si vous revenez du Palais de la Nation, du Palais du Peuple, le long de cette avenue-là, il y a la garde républicaine déployée là-bas, H24. Quand vous passez par, je vais dire, l'entrée principale, les 4 coins de la RTNC sont militarisés. Pourquoi le monsieur n'a pas commencé par là? 3, je ne vais pas vous parler de l'aéroport de Jili. C'est parmi les sites les plus sécurisés et même renforcés. Quand vous allez là-bas, il y a toutes les unités, il y a les renseignements militaires, il y a les renseignements civils, il y a la garde républicaine, il y a les FARDC, il y a la police nationale. Pourquoi il n'a pas commencé là-bas? Pourquoi avoir choisi les sites où il y a moins de militaires? C'est la question. C'est comme ça que j'ai conclu que c'était une blague. Le monsieur savait qu'on va m'arrêter et sûrement il avait ses garanties à lui qu'on va me libérer, mais je reste juste à faire le show pour peut-être réveiller les esprits qui dorment encore. Après, peut-être on va m'avoir. Tout ça, c'était un truc pensé avec légèreté. Alors, mais ne mesurant pas les conséquences, parce que je fustige du fait qu'on l'ait tué. Il ne fallait pas le tuer. Il fallait le garder vivant pour qu'il réponde à toutes ces questions. Un truc fait avec légèreté, mais quand on apprend ici qu'ils ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe et puis ils ont abattu des policiers commis à la garde de Vital Kamerhe, qu'est-ce que ça vous dit? C'était quoi l'objectif? Parce que toutes les actions sécuritaires ont un objectif. L'objectif était de tuer des policiers, de casser la maison de Kamerhe ou de tuer Kamerhe. C'est ce que je suis en train de chercher à comprendre. Mais selon le témoignage, on aurait appris qu'ils étaient en train de chercher Kamerhe. Selon le témoignage. Est-ce que tu es en train de voir des militaires armés qui tuent des gardes, des policiers, qui entrent dans la parcelle et qui n'atteignent pas les propriétaires de la parcelle? Même pas une fenêtre cassée. Seul le véhicule. Je ne pense pas que Kamerhe dort dans le véhicule. Est-ce un sabotage? Non. Ou il voulait juste avoir un otage ou tuer quelqu'un? Qu'on se le dise. Même pas une seule fenêtre. Il faut qu'on sache quand même qu'il y a eu des balles qui devraient... Et ils avaient le moyen de casser. Ils avaient de véhicules. Ils vont faire juste un arrière. Ils cassent la porte. Est-ce qu'ils avaient des baïonnettes ou quoi? Je ne sais pas. Mais ils avaient le moyen d'accéder dans la maison. Mais ils n'ont jamais accédé. Pourquoi? Et quel lien y a-t-il entre la maison de Kamerhe et le Palais de la Nation?
à ce que je sache, nous ne sommes pas pendant la campagne électorale où Kamere est candidat, Tshisekedi candidat. Non. Kamere est acquis principalement à la cause de Tshisekedi. Ils ne sont même pas en contradiction ni en divergence. Il a été désigné comme candidat de Félix Tshisekedi au bureau de l'Assemblée nationale. C'est quoi le lien entre la résidence de Kamere et le palais d'Anse? Je vous ai dit que le feuilleton a été mal conçu. Et je crois que le monsieur et son équipe, ils étaient ivres. Parce qu'il n'y a aucune intelligence dans les actes qu'ils posent. Et le premier élément qui symbolise l'intelligence, c'est l'objectif qu'on poursuit dans l'action. Il y a action et il y a objectif. Et il y a évaluation. Mais ici, nous sommes en train d'évaluer une action qui n'avait pas d'objectif. Est-ce que l'objectif était de casser un véhicule? Je crois que Kamere n'est pas pauvre pour ne pas acheter un véhicule. Mais c'était quoi l'objectif? C'est comme ça que je vous dis que c'était mal conçu, mal exécuté. Seules les conséquences qui sont réelles. Le reste, c'est du feuilleton. Alors, s'il faut prendre notre aspect, parce que vous avez parlé ici de la feuille de route pour traverser justement avec une arme à feu, mais Louis-France, selon les informations, selon ce qu'on a appris de la part du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il a dit qu'ils sont passés par l'Angola avec des armes à feu. Vous avez dit qu'il faudrait avoir une feuille de route. Est-ce qu'on peut dire ici que nos voisins de l'Angola sont-ils justement complices de cette affaire? En Angola, il y a libéralisme et libéralité d'armes. Ce n'est pas comme chez nous. D'abord, je vous fais analyser un élément. En Angola, détient l'arme qui veut. C'est comme ça. Mais justement avec un document, c'est pas que vous prenez... En Angola, détient l'arme et c'est parmi les pays où il y a plus d'insécurité parce que tout le monde est chargé de protéger leurs histoires là, des diamants, tout ça. Toi, tu apprends même que il y a des gens qui tirent dans la forêt là. Il y a beaucoup de criminalité en Angola. Et il y a quand même une libéralité d'armes. C'est comme en Afrique du Sud. Ils ont une certaine légèreté d'usage d'armes. Ça, c'est de un. De deux, lui, le monsieur Kazadi, toujours les gens à problème, qui dit que le monsieur est passé par l'Angola. À partir du moment où on sait qu'il est passé par l'Angola, on sait déjà repérer comment il est passé et des facilitations. Parce qu'on sait qu'il est passé par l'Angola. On devrait avoir 5-6 arrestations la seconde qui allait suivre. C'est ce qui démontre aussi la capacité d'un État. Pour que vous sachiez aujourd'hui que le pays est bien gouverné ou non, c'est à ce genre d'événement. Où un individu entre avec les armes, on sait juste la seule information qu'on donne au peuple, c'est qu'il est passé par l'Angola. Le reste, on ne sait plus. Il fallait qu'on puisse interpeller le service de migration. Si c'était un État, si moi j'étais président de la République, maintenant que je suis en train de vous parler, le peuple serait au courant de tout ce qui se passerait ou de tout ce qui s'est passé. Vous savez pourquoi? La conséquence de ça, c'est de mettre l'homme à la place qu'il faut. Mais quand les postes sont partagés en langue maternelle, tout ça, alors, vous attendez quel est le résultat? Parce que là, il s'agit de questions de sûreté d'État. Tout le peuple était en danger en ces moments-là. Ça se commettrait au stade des martyrs. 80 000 places, 80 000 personnes, c'est tout un peuple qui s'en va. À ce jour, il faut que le même peuple soit au courant de son insécurité. Et qu'est-ce qui ne dit pas qu'à ce jour, le peuple continue à être en insécurité? Et ça, c'est la responsabilité de l'État, monsieur. L'État est défaillant. L'État est défaillant. Excusez-moi. Vous arrivez à un État civilisé, entrez avec une arme, jusqu'à arriver au palais de la nation, palais présidentiel, et il n'y a pas la moindre information vis-à-vis du peuple. On pense que c'est tabou. On commence à cacher. Non, les enquêtes se poursuivent. Quelles enquêtes? Ça, c'est même pas un objet d'enquête. Qui sont commis à la sécurité de toute sa frontière à comment? Banane. Banane là-bas.
tel, commencez par les interpeller, même pas arrêter, interpeller d'abord pour des raisons d'enquête. Des mesures conservatoires. Tous. Qui font ceci, cela, cela. C'est tout. Et il suffit d'avoir le numéro du monsieur, les prendre en charge. Et aussi, on se pose la question, quand on a récupéré son téléphone, parce qu'il avait en main son téléphone et même son fils, qu'ils ont retracé comme les derniers contacts qu'ils étaient ensemble. Et aussi, l'ambassadeur de l'Angola, jusqu'à ce moment où nous parlons, il n'a pas été rappelé à l'ordre, ni encore demande d'explication. C'est quoi, le problème de l'ambassadeur de l'Angola? Mais il s'agit quand même d'un État voisin, à qui nous entretenons de très bonnes relations, et que l'on apprend que les choses sont passées chez vous-même, monsieur, on peut avoir des explications. Chez vous, vous n'êtes pas capable de bloquer quelqu'un. Chez les gens, on allait les bloquer. Mais ça, c'est irresponsable. Non, en plein territoire de la RDC. Monsieur, chez vous, chez nous-mêmes, nous n'étions pas capables. Les messieurs ont traversé toute la ville ici jusqu'au palais de la nation, sans être inquiétés. Mais vous voulez que l'Angola l'inquiète. Est-ce que vous imaginez ce que vous racontez? Est-ce que vous imaginez la gravité? Donc vous pensez qu'il faut que l'Angola fasse votre travail à vous? Mais monsieur, mais en effet. Soit on est État, soit on ne l'est pas. Merci, Louis-France Kouzike-Santotila. Nous allons aller petit à petit pour basculer vers notre deuxième thématique parce qu'on doit en finir. Il nous reste pratiquement 35 minutes pour boucler ces chapitres. Maintenant, vous avez une question par rapport à la justement, une question sur la première thématique, parce que je voulais ici évoquer cet aspect de choses, parce que dans la délégation, on aurait toujours appris, on apprend qu'il y a des sujets américains qui étaient là parmi et même canadiens. Les assaillants. Mais Louis-France, en termes de relations internationales, quelles sont les conséquences qui peuvent s'en suivre justement après? Ah, vous parlez de la procédure? Oui, justement. Ouais, très bien. C'est une pertinente question, ça me vient. Parce qu'on aurait appris que Blinken a conditionné également le retour de ces citoyens américains qui se retrouvent, disant que la RDC ne dispose d'aucune instance qui pourra juger un citoyen américain, peu importe les circonstances. En droit international, d'abord, le droit international se fonde sur la confiance. Parce que ça n'a pas de coercition. Vous n'avez pas la capacité d'arrêter un autre État parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Non. On appelle ça la procédure d'extradition. La procédure d'extradition est une procédure de coopération en droit international. C'est-à-dire tout sujet congolais qui est arrêté ailleurs et que l'État congolais estime important de poursuivre des poursuites ici, il formule une demande à l'État et c'est à l'État d'apprécier ou non. C'est un pouvoir d'appréciation. Ça n'a pas un caractère obligatoire. 1. Ça prend en compte les relations que vous avez avec cet État. 2. Ça prend en compte la capacité de coopération que vous avez. 3. Ça prend en compte la sensibilité du fait infractionnel, du fait répréhensible. Ici, nous ne sommes pas dans une matière civile. Ici, c'est une matière d'abord sécuritaire, d'État, sûreté d'État. Et ici, la procédure de poursuite n'est pas prise en charge par le code pénal, plutôt le code militaire. Et il faut toujours rappeler qu'il y a plusieurs exceptions dans la poursuite quand il s'agit des infractions prises en charge par le code militaire. Ça a sorti de plusieurs exceptions que le code civil ou pénal. La première des choses, c'est que l'État congolais a le pouvoir d'arrêter, de juger et de condamner tout sujet étranger ici, lorsque l'infraction a été commise ici, sur son sol. Il en a le pouvoir d'arrêter, de juger et de condamner. Il n'y a aucune limite. Et le condamner conformément aux textes légaux et réglementaires de l'État congolais. Il faut qu'on se mette d'accord d'abord sur ce point. De deux, l'État congolais a le pouvoir d'apprécier l'importance ou non
de chacun d'individus en termes d'informations à fournir, parce qu'il faut savoir que quand l'État congolais traverse des moments d'insécurité, l'État canadien mange là-bas, il boit. Aucun rang n'a été déversé pour les victimes des Goma. Venir nous chanter, non, les sujets canadiens, il faut qu'ils rentrent là-bas. C'est une arrogance qu'on n'a jamais vue sous Kabila. Je sais que Félix Tshisekedi libérera certainement, mais sous Kabila, ça ne se passerait pas comme ça. Non, mais le français, pourquoi attends, excusez, je suis en train de les dire. Pourquoi? Parce que nous avons également suivi. C'est que dit certains Congolais. Je prends le cas ici de deux... Non, monsieur, non, je prends le cas de deux militaires rwandais arrêtés, justement, sur le sol congolais. Et après, on a appris qu'ils étaient libérés. C'est au regard peut-être de cette analyse que certains Congolais émettent cette inquiétude qu'ils pourraient être rapatriés dans leur pays. Je crois avoir été clair sur la question. L'État congolais a formulé une demande pour que M. Roger Lumbala soit jugé ici. Il a déjà été envoyé. On a formulé une demande en France pour nous extrader M. Roger Lumbala. Jamais, c'est jamais venu. Autant, le Congo peut aussi apprécier, la justice congolaise peut apprécier l'opportunité ou non de l'extradition de chacun d'individu. Mais je rentre sur la question... Mais est-ce que les Américains ont la même considération de la RDC ou des autorités congolaises? Parce que là-bas, ils sont considérés comme des petits-enfants. On va leur donner les instructions et dire, ramenez-nous tel, et puis nous allons voir la suite. Non, ça ne dépend pas de l'État, ça dépend du charisme d'un président de la République. Ça dépend du charisme. Je vous ai dit que sous Joseph Kabila, on a eu plusieurs demandes. Je crois que c'était avec M. Mukungubila. Non, c'était lui. Non, il y a eu 2, 3, 4 demandes qui ont été formulées ici d'extradition. Jamais. Jamais. C'est jamais passé. Kabila a dit, non, je ne peux pas extrader. Pour qu'est-ce qu'on évite? Lorsqu'une personne est extradée, la poursuite n'aura plus la même ampleur, malgré les dégâts. Parce qu'ici, il y a aussi des questions de mort d'hommes qui entrent en ligne de compte. Il ne faut pas oublier, parmi des infractions imprescriptibles, ce sont les droits de l'homme. Toute question liée à la mort d'homme est une question extrêmement difficile et sensible. Il y a une question de mort d'homme qu'il faut réparer. Il y a des policiers qui ont été abattus par ces messieurs. Et même c'est Christian, il me semble, c'est un citoyen américain qui a été aussi abattu. Alors, en ce moment... Et s'il faut ajouter également le propriétaire d'un véhicule là qu'on a abattu, M. Kevin. Oui. Il ne faut pas que l'État canadien vienne avec beaucoup d'arrogance et de légèreté pour venir de donner des leçons. Si c'était moi, M. Louis-France Kouzike, sa présidente, je sais que M. Tshisekedi ne le fera jamais. La seconde de la réception de cette lettre, il y a une réplique en des termes simples, clairs, nets et rappelés à l'ordre. Monsieur, je ne sais pas, il est empereur ou il est roi là-bas, je ne sais pas. Il y a un premier ministre. Il n'existe pas une seule partie du territoire canadien qui se soit appelée République démocratique du Congo. Et surtout, il faut vous rappeler, je sais que vous n'avez jamais étudié l'État, c'est que les États s'équivalent au même degré que vous considérez que vous êtes dans un État, au même degré, je suis un chef d'État. D'un État où il y a un peuple. Il y a les droits de veto à par respect. Les droits de veto à l'ONU, ça ne se discute pas. Hein. Il n'y en a que 5. Hein, par respect, honneur et d'unité au peuple congolais, je voudrais que vous arrêtiez l'imbécilité. Point. Je prends la correspondance, je donne à l'ambassadeur, il l'envoie là-bas. C'est terminé. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre, et mes connaissants, je suis capable de le faire. Pour que prochainement, qu'on ajoute, qu'on n'envoie pas de bêtises. Mais quand M. Tshisekedi reçoit la correspondance, il lit, il publie ça sur les réseaux sociaux. Oh non, moi, je suis... Tu veux que le Rwanda te respecte? Il va te respecter comment? Monsieur, on va te respecter comment? Parce que si toi-même tu ne te respectes pas, moi, Louis-France Kouzike, ça, président, un aventurier, je ne sais pas d'où, de quoi, va m'envoyer une correspondance m'obligeant à envoyer des gens qui ont commis des crimes ici. Il est malade ou quoi? Il est malade.
Et après, je peux vous dire que la force, le Canada, parce que vous savez, les problèmes avec ces régimes, les gens n'ont pas mené les études un peu plus loin. Tout le monde est un peu approximatif, excusez-moi. L'État canadien n'a qu'une seule force, c'est l'économie. L'économie. Parmi les secteurs de la vie de la nation, le seul secteur où l'État canadien est fort, c'est l'économie. Toi, tu as déjà entendu l'État canadien mener une guerre avec un autre État et réussir. Il se cache toujours derrière les... Oh, nous sommes des Américains. Non, nous sommes parmi les États américains. Il se cache toujours derrière. Toi, tu as déjà entendu un casque bleu de l'armée canadienne envoyé pour aller mener une guerre. C'est où? D'abord, est-ce qu'ils ont d'abord des militaires là-bas? Ils ont des Likonzi protège là-bas, tout ça. Il faut qu'on arrête l'arrogance. Hein? Donc, un petit État comme ça, et puis je peux dire au monsieur, je dis, monsieur, si tu as la force et les couilles, prends ton avion, viens chercher ton sujet ici. On va t'arrêter ici à l'aéroport d'Engili. Hein? Vous arrêtez le Premier ministre canadien. On va l'arrêter, monsieur. On va l'arrêter, on l'amène à Makala. Le ciel ne tombera pas. On se réveille le matin, on dort la nuit. Point. Et si on envoyait Anthony Blinken, vous l'arrêterez aussi? Anthony Blinken. Non, il vient, secrétaire d'État américain. Non, il vient avec respect. Non, et s'il ne vient pas avec respect, je prends l'exemple. Vous l'avez parlé autant avec le Premier ministre Justin, ou plutôt le Premier ministre canadien, je fais du Trudeau. Je te donne un exemple. Prenons l'américain, papa. Je te donne un exemple. Parlons de l'américain. Je te parle d'un exemple américain, mais pourquoi tu ne veux pas écouter mon exemple? Allez-y. Le secrétaire d'État américain a été chassé à l'aéroport de Njili par Thierry Mousseni pour envoyé par Joseph Kabila. Son groupe est des Indiens Omar ici. C'est un élément isolé, papa. Non, je te répète. Ici, plié, chassé. Et Kabila a dit, nous allons nous réveiller le matin et le ciel ne s'arrêtera pas. Et le ciel ne s'est jamais arrêté. Jusqu'à ce que Kabila a terminé son mandat, il a organisé les élections, il est parti. Point. Donc si tu penses qu'Anthony Blinken, là, il crache du feu, il faut commencer par me laisser devenir président, tu verras. Donc, vous voyez que la RDC tenir tête avec les Américains. S'il vient avec respect. Vous savez, le respect d'un peuple, c'est d'abord le respect qu'on donne à son président. Si un président n'est pas respecté, le peuple ne sera jamais respecté. On a vu Schengen ici, fermé, ça, ici là, monsieur, sur 24, fermé. Pendant 5 ans. Non, nous allons faire des déclarations pour Joseph Kabila va être arrêté à la CPI. Il sera arrêté demain. Monsieur, il faut arrêter ça. Quand tu es président, tu ne peux pas penser te préoccuper. Vous savez, les désavantages avec Félix Tshisekedi, il est préoccupé d'abord plus par sa propre vie à lui. Oh. Toute son intelligence est concentrée sur sa vie. Pas pour celui du peuple. Non. Celle du peuple. Non. Lui-même d'abord. C'est lui qui est le plus sécurisé. C'est lui qui mange bien. C'est lui qui boit bien. C'est lui qui s'habille très très bien. C'est lui qui voyage beaucoup. Il est allé voir Kamere, mais il y a ces familles qui sont visitées par les Koulouna tous les jours, terrorisées. C'est lui qui fête beaucoup. Il n'y a pas de la sécurité. Les premiers Congolais qui vivent heureux, le seul Congolais qui vit heureux. C'est qui? C'est le président de la République. Qui vit heureux, je dis bien heureux. Tout ce qui peut rendre quelqu'un heureux, le président le fait au centuple. Oh. Ah. Mais ça, c'est quand même intéressant. Écoutez, le président est celui qui est le plus garni en termes de parking. Plus de 80 blindés. Parce que dans un état pauvre, on a besoin de ces parkings. Là n'est pas le problème. Le président est le plus chic maintenant de tous les Congolais. Non, ça c'est votre perception. Le plus chic. Mieux que lui, il n'y en a pas. Mieux que lui, il n'y en a pas. Tu connais la seule montre du président coûte combien, monsieur? Il faut arrêter. Toi, qui va t'hasarder à faire ça? Le président est celui qui mange mieux que tous les Congolais. Les Pondou et les Tcharamadus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il mange, mais il mange très bien. C'est Maman Denise qui a affirmé. Le président est celui qui voyage le plus que tous les Congolais. Mais quand vous prenez la vie du président, vous prenez la vie du peuple congolais, il y a un décalage. Donc autant ça peut nous amener à une conclusion active, que le président est plus préoccupé par sa propre vie d'abord. Mais ce voyage, ce n'est pas pour lui-même. Hein. C'est la conséquence de remarquer que le peuple congolais meurt à l'Est. Jamais j'ai vu cette agitation qu'il y a ici.
il suffisait que des aventuriers s'hasardent d'apprendre le véhicule arrivé au palais de la nation. Et même de l'énergie S'il et vous de la plaît, motivation qu'on a merci vu de de me ces donner gens. raison. À l'Est, ce C'est-à-dire serait que magnifique. on tue des soixantaines de Congolais à l'Est. Il y a une indifférence. Mais on ose casser juste une barrière là où le président n'arrive même pas, ne dort même pas. Le président est à l'OIA. C'est tous les services de l'État qui ont été alertés. Maintenant, il faut s'agiter. Vous pensez qu'une telle personne se préoccupe plus du peuple ou de lui-même? On va parler de la Constitution de France parce que nous allons droit vers la fin de notre émission. Il nous reste, on nous fait le signe à la réalisation, il nous reste pratiquement 15 minutes. Je suis président, je serai plus préoccupé par la vie du peuple que moi-même. Il y en a plusieurs qui ont fait comme ça. Je te donne un Ce exemple. n'est plus pour longtemps, hein. On vous attend en 2028. Hein. Thomas Sankara arrive, il est président, il n'a qu'un seul véhicule, et un seul véhicule et un véhicule de suite. C'est tout. C'est le président qui faisait plus de tours. Mosé Laurent Désiré Kabila arrive, il n'y avait même pas des histoires de beaucoup de cortèges. Non. Pour comprendre que le président est préoccupé par la vie du peuple, vous allez comprendre ça par son comportement personnel. Comment il s'habille, un peu de modestie. Le minimum de modestie peut ramener les Congolais à s'assurer du souci que le président a vis-à-vis du peuple. Le contraire est aussi valable. Le contraire est aussi valable. Quand vous regardez la vie de notre président, le président est heureux. Hein? Très heureux. Il est l'homme le plus épanoui de la République. Tout ce qui peut rendre quelqu'un heureux, lui, il en a au multiple. Le premier citoyen, il est quand même premier citoyen. Mais tu sais qu'en étant le premier citoyen, c'est le premier citoyen qui prend aussi le plus de risques. Donc, le premier citoyen, c'est seulement pour mieux vivre. Mais pour prendre les risques, ce sont les autres, c'est ça? Ah, si c'est ça, moi, je suis désolé. C'est comme ça que quand je deviendrai président, moi, je serai toujours devant. Et tout le monde sera toujours derrière. Votre point de vue, Louis-France Kouzikessa, entre les deux concepts pratiquement qui fâchent aujourd'hui, de l'autre côté, l'autre bloc pense à la révision constitutionnelle qui est du reste légale et au changement de la constitution dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo. De quel côté penchez-vous? Je pense que les gens n'ont pas arrêté de voler l'argent. Oh. Ils se sont fatigués de voler l'argent. Maintenant, ils s'intéressent à la constitution. Ils veulent semer la terreur. Ça, c'est la terreur constitutionnelle. Et à la tête, citez les noms des gens, des initiateurs de cette affaire. Comme ça, je vais analyser chacune des têtes. Je vous parle du professeur Mbata, je vous parle du professeur Bochab. Non, on y va tout doux, tout doux. Commençons par Bochab. Réputation. Les porteurs. Vous connaissez la réputation du projet de Bochab aujourd'hui? Quelle réputation? C'est un ancien kabiliste qui est devenu Tshisekedi. Réputation politique. Réputation. Tu connais ce qu'on appelle réputation politique? C'est l'homme de l'inanition de la nation, c'était son ouvrage. Ah. Après, qu'est-ce qu'il est devenu? Tshisekediste. Conséquence, il doit vivre, il doit manger, il doit boire. Il n'a plus de travail, il a été invalidé, papa. Il faut faire les choses pour manger. Les porteurs du projet invalidé. Parce que... ah, lui, France, vous y qu'est ça? Réveil, là, il doit manger. Et là, je ne sais pas, 75 ou 76 ans. Il est habitué à prendre du champagne, du café, mais il n'y a plus de moyens. Il faut s'agiter pour vivre, sinon c'est compliqué, papa. Il y a également le Velouma, non? Mais ce sont des Vespans qui sèment la même montagne. Des Vespans. Et si nous ajoutons les défenseurs de cette même constitution à l'époque de Kabila, le professeur André Mbata, qui disait la RDC n'avait jamais eu... Il est professeur où? À l'Inikini, il enseigne, les droits constitutionnels. Il semble en Afrique du Sud aussi. À quelle université en Afrique? Il n'est jamais allé là-bas. Il enseigne même en fait, c'est des fraudes, c'est des gens qui aiment des raccourcis. Il enseigne même en France. Il y a un autre ici. Il y a un autre ici qu'on a mis à la tête. C'est ça qui disait qu'il est chercheur sur les droits environnementaux à l'université du Canada. L'université du Canada n'existe pas. Il est professeur? Non, il dit qu'il fait des recherches là-bas. Il fait des recherches de quoi? Non, quand il était en train de présenter, quand on l'a nommé, je sais, président du CESAC ou quoi. Je sais pas. Mais j'apprends qu'il est assistant à une université privée ici, vers Limité. L'université du Canada n'existe pas. Donc, il fait des recherches au ciel là-bas, chez Dieu le Père. C'est un réseau de gangs. Hein? Vous savez, les réseaux de gangs, c'est des gangs. Très déterminé à vous faire chanter. C'est-à-dire quand il se réveille, il est l'autre au gang, il s'abandonne, il va tout ça. Monsieur Mbata,
D'abord, il n'est pas tshisekédiste, il faut rappeler ça. C'est un camériste. Transformant tshisekédiste. Oui. Tous les trois là, il n'y a aucun tshisekédiste. Lumanu, Bochab, Aucun tshisekédiste. Mbata. Mais pour se faire accepter par le tshisekédisme, il faut poser les actes de terreur. Pour qu'on croie vraiment que tu es avec le président. Vous savez, nous à l'époque, on avait toujours des grands frères qui avaient de belles copines. Alors, ces jours-là, elles sont 3-4. Moi, j'avais mon grand frère, Franck, que vous connaissez, qui est en Belgique. Franck Messa. Franck Messa. Lui, il avait beaucoup de copines. Oh, mais madame à la maison suit. Vous l'accusez en Ah, direct. non, mais je crois Exposer les passés salés du vieux, Non, mais- à qui nous saluons de là où il nous suit. C'est mon grand frère, on se connaît. Hein. Ouais, Et ouais. puis même madame le sait qu'à l'époque, hein, c'est pas aujourd'hui. Il est encore jeune. Il est complètement transformé. Je crois qu'il n'était pas encore marié. Il avait beaucoup de copines. Alors moi, pour bien vivre, il faut racketter les copines. Du vieux. En tant que petit frère. Quand j'arrive, pour qu'on t'accepte, je dois te donner des garanties que la famille t'aime beaucoup, c'est toi qu'on va épouser. En retour, il faut me donner l'argent. Je peux me faire un grand ambassadeur en famille. Parfois, je ne le fais même pas. Je ne dis rien. Je dis, aujourd'hui, j'ai parlé avec maman. Vraiment, vraiment, c'est toi qu'on veut. Il faut, vous savez, toi, vraiment, on te soutient, tout ça. Dans l'objectif de racketter. Je peux racketter ici. Et je vivais comme ça. Et je menais dignement ma vie. Oh, Aragueta. Aragueta. Ça, c'est dangereux. Bien sûr, c'était le passé. Je menais dignement ma vie en tant qu'un peuple. Mais où est la dignité dans tout ça? Bon, pour moi, à l'époque, À c'était digne. l'époque. Moi, quel était mon problème dans ça? Moi, je n'avais pas de problème. Il y avait un responsable du chaos. Moi, j'étais juste en train de tirer dividendes dans ce chaos-là. C'est tout. C'est le travail que font le monsieur Mbata là. Comment monsieur Tshisekedi? Oui, Mbata et tous. Et qu'on sort. Les Tshisekidistes ne t'acceptent pas. Alors, pour qu'ils t'acceptent, il faut racketter. Il faut qu'on sente vraiment que tu es très engagé, plus que tous les Tshisekidistes, dans la cause du pouvoir éternel du président de la République. Et en le faisant, alors, il faut manger. Non, vous savez, je suis professeur en droit constitutionnel. Si c'est moi qui porte cette affaire, vous savez que le peuple va accepter. Est-ce que Donnez-moi des les moyens. pays à tes yeux, des scientifiques, surtout aussi des juristes, est-ce que vous Je voyez voulais que... atterrir, excusez-moi. Oui, allez-y. Il y a 3 principes qui caractérisent toute révision constitutionnelle. Les principes de l'urgence, de la nécessité, de la priorité. 3. L'urgence, la nécessité, la priorité. 3 principes constitutionnels. Ça, c'est au niveau de la doctrine. Pour qu'il y ait révision constitutionnelle, il faut qu'il y ait constitution de ces 3 éléments. Ça, c'est de 1. De 2, de 3. Il y a la notion de l'intangibilité qui entre en ligne de compte dans la Constitution. Il y a des matières qui ne feront jamais objet d'une révision constitutionnelle, sauf par référendum. Même par référendum, alors, la Constitution n'a pas prévu le mécanisme de révision de certaines dispositions de la Constitution. Je peux prendre un exemple rapidement avant de passer. Je vais prendre un seul exemple, parce que ce qu'on appelle la tangibilité, ce sont les dispositions constitutionnelles qui sont révisables. L'intangibilité sont des dispositions qui sont non révisables. Ce sont les matières. Il y a certaines matières qui sont non révisables et d'autres qui sont révisables. C'était quoi l'origine? J'en ai parlé dernièrement avec Nathan, ici. C'est qu'à l'époque, l'évolution de la Constitution était suspicieuse. On se disait que Joseph Kabila avait taillé la Constitution à sa mesure. Il faut s'assurer qu'en mettant en place la Constitution, il n'en fera pas les livres de sa propre vie. Il faut bloquer certaines dispositions qui les mettront en difficulté d'avoir un 3e mandat. Ce qu'on appelait la théorie des 3e pénalty. Il fallait bloquer la Constitution. Or, l'IDPS avait acclamé à l'époque. Oui, il ne fera pas le 3e mandat. La Constitution a dit, ils ont brandi l'article 220. Aujourd'hui, ils ont oublié que dans la même Constitution, M. Mbat oublie que l'article 220 se trouve dans la même Constitution. On appelle ça l'imbécilisation collective. C'est-à-dire que vous voulez prendre tous les peuples pour des idiots. 220. Heureusement, je ne sens savoir qu'il y aurait cette question. J'ai quand même ramené mon livre de la Constitution que je... Moi, j'ai préféré seulement sur ce livre ici. Oh, oui. À moins qu'on ne la change pas. Qu'on ne change pas. Le président avait... Les premiers bilans du président, c'était la difficulté de réciter la note de la prestation de serment reprise dans la Constitution.
il a eu du mal à réciter. Le premier bilan du président en 2018 a commencé là. Non, moi, M. Kouzike Santoti, la Louis France, élu président de la République, je jure. En lui et place, tu peux dire non, moi, Maratira, Maratirara, Maratirata, Maratira. Donc en ce moment, nous, on devrait comprendre déjà que c'est parti, on n'aura rien. Il a dit autre chose que ce qui est écrit. Mais le président a prêté un autre serment qui n'est pas prévu dans la Constitution. Mais pour cette fois-ci, il en a fait. Hein? Cette fois-ci, je n'avais pas suivi. Oh, mais c'était fait. Pour nous qui avons suivi. Bon, je vais vérifier. L'article descend. Je le salue en passant, mon vieux Félix Tshisekedi. Comment il y a un autre nom que vous aimez là? Rangers, Mouantombolo. Non, il y a un autre nom qu'on a. Il a beaucoup de noms. Zumba Bilum. Zomba Bilum. Oh, Nzuma Bilum. Zomba Bilum. Ça signifie quoi? Mais lui-même, c'est. Nata, c'est un il a la maîtrise. C'est quoi Nzuma C'est un machine. Non, je vais trouver. Je Il faut vais trouver l'explication. À l'Angelika. Article 220. Il semble que Mbata a déjà retiré l'article. Non, non. On sera arrêté. La forme républicaine de l'État. Le principe du suffrage universel. La forme représentative du gouvernement. Le nombre et la durée de mandat du président de la République. L'indépendance du pouvoir judiciaire. Le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire objet d'aucune révision constitutionnelle. Ne peuvent faire objet d'aucune révision constitutionnelle. Dans cet article, on n'a pas dit jusqu'à quand et comment il faut réviser cet article, parce qu'on est en train de dire il y a évolué. Je m'excuse. Vous dites appeler cette constitution des transitionnels. Je m'excuse, je vais arriver sur le cas que tu cites là. On dit non, il y a dynamisme dans la société, il y a évolution, parce que pour qu'il y ait révision de la constitutionnelle, il faut que les besoins soient présentés par la Constitution elle-même. La Constitution a prévu les modalités de révision, le besoin de révision, l'urgence, la nécessité et la priorité de la révision dans la Constitution elle-même. À tout moment qu'il y a besoin, les individus n'ont pas le pouvoir d'exprimer le besoin de la Constitution plus qu'elle-même. Elle-même avait prévu le mécanisme de révision, de fonctionnalités, mais aussi du verrouillage de certaines dispositions. Dans l'article 20, on n'a pas prévu comment il faut réviser la forme républicaine de l'État. Comment il faut réviser sur le nombre et la durée des mandats du président. Jamais. C'est resté comme ça. Dites-moi maintenant, quel est le besoin qui s'est présenté pour qu'on révise la Constitution sur le 3e mandat de Félix Tshisekedi? C'est quoi le besoin? C'est par là que je vous oppose la réflexion de Adolphe Mouzitou, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Lui, d'abord, on a son image ici. Il faut préparer, attendez, j'envoie à la régie, dans le cadre des enquêtes. Vous avez les images de Mouzitou? Des enquêtes, les Congolais vont juger. Monsieur Glody, je t'envoie. Allez-y. Oui, bon, j'ai fait allusion à lui parce qu'on ne lui parle le temps qu'on nous apprête l'image. Mouzitou dit dans sa réforme, il dit il faut doter la République démocratique du Congo une constitution définitive. Je ne sais pas, il fait allusion à une constitution de transition. C'est laquelle cette constitution? Est-ce que c'est celle-ci que nous détenons? Parce que faire allusion à une constitution définitive, c'est qui suppose que celle-ci est du reste des transitions. Quelle est votre lecture? Oui, en attendant, vous continuez. Excusez-moi, je vais quand même envoyer quelques images à l'ingénieur Glody. Il n'y a pas de souci, il est temps pour vous de vous rattraper. Et il y a plusieurs réformes. C'est fait? Monsieur Glody dit c'est fait. D'accord. On va voir l'immeuble de Mouzitou tout à l'heure. Dès que c'est prêt, faites-nous signe. On va l'applaudir. On vous a dit qu'elle s'est mêlée derrière l'enquête. Il faut préparer, tu annonces, trace ça très bien et puis on va demander l'image. Ça, je te laisse là. Dès que c'est prêt, je saurai. Allez-y. Alors, il a dit quoi, lui, le monsieur Mouzitou? Cette constitution, c'est une constitution de transition. Il faut doter la RDC d'une constitution définitive, selon lui. Alors, le monsieur doit d'abord prendre soin de commencer par mettre les balcons à son hôtel à Kikwit là-bas. Il a un hôtel là-bas? C'est un hôtel qu'il appelle Grand Hôtel de 4 niveaux, sans balcon, sans fenêtre. Oh. Vous allez voir, c'est comme un cercueil. C'est méchant ça. Oui, oui. Il faut commencer par prendre soin d'abord de ses propres hôtels à lui, au lieu de donner de parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Si dans son domaine d'économie, il a échoué avec un tel hôtel, il est capable de donner l'expertise constitutionnelle où il n'a même pas étudié une seule notion. Attends, non. Donc, Mouzitou sur le plan de son propre domaine de prédilection. Mais vous savez, l'image, la traduction de l'image expressive de l'image de l'économie de Mouzitou, c'est son hôtel à Kikwit. Pour comprendre quel type d'économiste il est, prenez cet hôtel balancé. Dans son propre domaine, il a échoué.
Quand vous allez là-bas, les gens qui se lavent au-dessus là-bas au 3e niveau, l'eau coule jusqu'au 1er niveau. Il n'y a pas de canalisation. Mais vous allez voir. Au lieu de commencer par arranger l'économie, les conditions économiques de son hôtel, non, le monsieur parle des choses qu'il invente, je ne sais pas. Bon, attends. Est-ce qu'il connaît quelque chose de la Constitution, monsieur? D'abord, qu'est-ce qu'il connaît? Parce que l'économie, il a échoué. Tu ne peux pas être incompétent dans ton propre domaine à toi. Je n'ai pas encore accepté que nous ayons des lacunes dans le domaine des autres. Mais tes domaines à toi, il faut les connaître. Le monsieur parle d'une constitution de la transition. Qu'est-ce qu'il appelle transition? La transition, c'est un moment d'exception, une période d'exceptionnalité constitutionnelle où on sort de l'esprit du texte pour fonctionner avec ce qu'on appelle le mode de règlement des divergences politiques et sociales qu'on appelle accord politique. Ça s'est passé ici chez nous, ça se passe aussi ailleurs. Mais grâce à cette constitution, Muzito a été nommé Premier ministre avec l'ordonnance présidentielle et un Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Or, dans la transition, il y a deux blocs. Il y a les blocs pro-pouvoir et blocs pro-opposition, mais qui cogèrent avec le pouvoir sur base d'un accord politique. Je sais que ce sont des notions que Muzito ne sait pas. Mais on arrive, Muzito est nommé Premier ministre. En face de lui, il y avait quoi? Quel a été l'accord qui l'a accompagné à être nommé Premier ministre? S'il me dit que la succession qu'il a eu du patriarche Antoine Gizenga Fundi, parce que c'est un héritier, d'abord, il faut rappeler ça. Si Muzito aujourd'hui ouvre la bouche pour parler de choses qu'il ne maîtrise pas, parce que ça c'est Gizenga, ce sont des charges que Gizenga a laissées à la République. C'est un héritier politique. Il n'a jamais fourni un seul effort pour devenir leader, jamais. C'est comme ça que depuis la mort de Gizenga, lui aussi est foutu. Même son parti politique actuel, ce n'est pas son parti, c'est pour Paulin Mboma. Ça, ce n'est pas un parti. Nouvel Élan. Il a combien de députés? Il y a lui-même, non? Alors, tu appelles ça... Même Mongoma, secrétaire tu général, appelles ça un parti... n'a pas réussi de se faire élire. Je le salue, Blanchard Mongoma. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, mon frère. Honorable malheureux. Les pauvres... Mon frère, il ne faut pas continuer à vivre avec ces types-là. C'est un cas. Il faut les quitter. Tu sais que Muzito est à l'Union sacrée. Tout ce qu'il est en train de faire... Il a combattu Jonathan Ngwele. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Il a postulé dans... Pourtant, Jonathan Ngwele est plus intelligent que lui. Muzito. Donc, il a postulé dans dans Mbonda. Muzito a tout fait pour que Jonathan... Mbonda, c'est quoi? C'était l'une de ses plateformes. Appelé Mbonda. Mbonda. Voilà des concepts de Muzito. C'est trop vulgaire. Les vieux et méchants. Alors, le président de l'ancien Élan, là... Non, Nouvel Élan, papa. Il ne faut pas déformer son parti. C'est quoi la Nouvelle Élan? Le Nouvel Élan. Le Nouvel Élan, lorsque vous étiez dans un ancien Élan... C'est le Palou. Pour lui, le Palou, c'est un ancien Élan. Voilà. Ouais. Ça, on va voir là. Non, Glodine, tu vas illustrer à la fin. Hein. Nous, on fait d'abord... on peut le prendre directement, comme on a parlé de Muzito. Non, on va prendre... Il faut terminer d'abord avec lui. On va entrer dans la symbolique de son économie. C'est 4 étoiles. Il faut le prendre. Non, mais c'est attendez, sur cette question de la révision de la Constitution, l'UFRANS, nos amis de l'Union sacrée pensent qu'il faudrait surtout revoir l'article 217 de la Constitution. Je vais simplement lire. Je vais simplement lire pour vous. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. L'UFRANS, que comprenez-vous de cet article? Donc c'est à cause de ça que Félix Tshisekedi a signé des accords avec les Rwandais. Non, attendez, moi je voudrais justement... Excusez-moi, je comprends. S'il vous plaît, l'UFRANS. À ce sujet, je voudrais justement que vous puissiez nous donner votre lecture vis-à-vis de ce que dit cet article. C'est de l'analphabétisme juridique, tout simplement. Vous savez, la Constitution a la lettre et l'esprit. Il y a ce qu'on appelle... Parce que pour que l'État congolais soit reconnu comme État, il avait fallu qu'il y ait une reconnaissance internationale. Oui, la souveraineté. Quand vous parlez de la souveraineté, la souveraineté n'est pas du patrimoine congolais. La souveraineté a été accordée. Félix Tshisekedi n'a pas fait un seul effort pour faire du Congo un État. Jamais. Pourquoi il se soucie de ça? Il y a ce qu'on appelle, en relation internationale, ou en droit international, si vous voulez, la notion de la reconnaissance de souveraineté d'État. C'est-à-dire la prépondération
des accords, vous allez lire, vous pouvez lire l'article 215, vous allez voir ce que ça dit. Il faut que la lecture soit combinée. Il ne faut pas tirer un article d'un contexte constitutionnel précis. C'est de l'illettrisme. Si c'est ce qui les a permis d'aller signer des accords, en tout cas quand ils signaient des accords, ils n'ont même pas évoqué cette disposition. 215. Ok? Vous pouvez les lire. Voilà. 215. 215. Oui, 215. Oui. Les accords et traités internationaux, dis-moi. 215, oui. Le traité et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de loi sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Lorsque nous étions en train de nous battre avec les M23, les éléments de casque bleu de l'EAC qui sont venus à quel titre? Les accords. Pourquoi on les a fait venir? Pourquoi il y a la MONUSCO aujourd'hui dans notre pays? Pourquoi? On veut nous donner l'impression que cet article est né sous Félix Tshisekedi. Non, cette constitution est née depuis 2006, monsieur. Partout au monde, il y a ce qu'on appelle, au-delà des États, les organisations internationales. Ces accords-là ont aussi le point de vue de la RDC avant leur formalité. C'est-à-dire l'ensemble d'États organisent, votent et se dotent les pouvoirs de délibération. Et lorsqu'il faut appliquer, il faut que cet accord soit appliqué. Je vais vous dévoiler l'esprit de cette disposition. L'esprit, c'est quoi? Généralement, en Afrique, les États, le régime, les organes de l'État entrent généralement en contradiction avec le peuple. Le peuple se sent prime parce que les pouvoirs publics, à l'armée, à la police, à la justice, facilement peuvent brimer le peuple. Et du côté du peuple, il n'y a que quelques éléments de sécurité, notamment les traités et accords internationaux. Aujourd'hui, si le peuple est massacré, on ne va pas faire recours à la Constitution. La Constitution n'aura plus d'effet. On va faire recours aux traités et accords internationaux qu'on appelle les bases juridiques internationales. Lorsqu'il y a bras de fer entre l'État et le peuple, vous n'allez pas faire recours à la Constitution. Quelle est la disposition de la Constitution qui a prévu que si le régime est en train de brimer le peuple, il faut que le régime soit sanctionné? Quelle disposition? Si l'État, les organes de l'État entrent en contradiction avec le peuple, qu'est-ce qui a été prévu dans la Constitution pour sécuriser le peuple? C'est quoi? Mais je pose la question, on va réfléchir. Aucune disposition constitutionnelle n'est en faveur du peuple vis-à-vis des organes de l'État. Toutes les dispositions sont en faveur de l'État, des organes de l'État contre le peuple. Et le législateur a trouvé une formule d'impliquer les traités et accords internationaux qui, certains parlent de la protection de la sécurité du peuple, d'autres parlent des cas humanitaires du peuple. C'est-à-dire que dans l'ensemble d'accords internationaux, les premiers éléments prioritaires de l'État, c'est le peuple. Le premier élément prioritaire de l'État, c'est le peuple. Alors, les accords là ne sont pas mécaniques. Les accords sont pris selon les circonstances. Dans les bases juridiques internationales, il n'y a pas que des accords, il y a aussi des résolutions. Le Conseil de sécurité des Nations Unies peut prendre une résolution pour interdire à l'État congolais de poser certains actes vis-à-vis du peuple congolais. Chercher à déverrouiller cette disposition, c'est exposer le peuple à tout mépris, à tout moment. Que Félix Tshisekedi veut tuer le peuple, il n'y aura pas d'intervention. C'est ça l'intelligence, en fait. Parce qu'ici, ils sont bloqués. À tout moment, le peuple peut faire recours à l'article 215, à l'article 217, pour opposer à l'État une certaine forme quand
il entre en contradiction quand les organes de l'État entrent en contradiction avec le peuple. C'est quoi les dangers quand on parle d'abandon partiel de sa souveraineté? C'est-à-dire que les accords peuvent interdire à l'État de faire usage disproportionné des armes létales à destruction massive et répressive vis-à-vis du peuple. C'est ça l'interprétation de l'article 217. On peut prendre des résolutions pour interdire à l'armée, à la police, de faire usage disproportionné des armes létales à destruction massive et répressive. Pourtant, ça fait partie de la souveraineté de l'État. User des armes peut être de la souveraineté de l'État quand l'État trouve l'importance. Mais il faut qu'il y ait une autre force d'opposabilité de dire à l'État non, compte tenu de l'article 217, parce qu'il faut que ces résolutions-là aient un soubassement, un fondement au niveau de loi du pays, notamment de la Constitution. Alors, on appelle ça de l'illettrisme collectif. De penser que cette disposition-là, c'est vendre les pays. Merci, non? Louis France. C'est vraiment, c'est une compréhension très médiévale, diminutive, réduite. C'est une compréhension erronée à la limite. Il faut que ça s'arrête dans le milieu des intellectuels. Merci, Louis-France Kouzike-Santotila. Je vous accorde 1 minute 30 parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre libre opinion de ces jours. De conclure sur ces deux thématiques dont on a abordé ces... Vous n'avez pas donné la maison de Mouzito? Bien sûr, vous concluez et puis nous allons prendre en charge la maison de Mouzito pour lui recommander en tout cas de faire bien les choses parce qu'à son rang qu'il avait avant, il ne pouvait pas offrir les kikuitois et aussi une vieille maison comme celle-là. Le président de la République démocratique du Congo que je serai en 2028, c'est d'abord un président qui connaît ce que c'est la Constitution et qui a une idée sur la Constitution. Mais les Congolais de la diaspora réclament plus que tu leur donnes un programme, la projection des activités, comment vous entrevoyez, parce que tu as beaucoup de soutien de ces gens qui croient en vous. Je vais aller, il faut m'organiser, c'est des moyens, ça demande de moyens, on n'a pas assez de moyens. Je sais que j'annoncerai à la veille de la campagne l'opération de cotisation là, de $1 sur chaque Congolais. Pour la caution. Pour la caution. Ça, nous allons contribuer. Tout Congolais sera en mesure de me donner $1. Il y a des gens qui donneront 10 000, il y a des gens qui donneront 20 000, il y en aura. Et je vais vous dire que je serai le candidat le plus jeune et le plus populaire. Le plus populaire. Qui sera tout ce que le monsieur ici, Christian, est en train de faire, c'est même venir bloquer la vision que nous avons. Il est en train de perturber l'ordre. Heureusement, bon, on ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un. Monsieur, nous nous battons ici pour faire partir. On a consenti beaucoup d'énergie. Et puis toi, tu vas venir. Et puis s'il était venu, le monsieur là, il n'allait pas organiser les élections en 2028. Donc moi, j'allais être un candidat déclaré, mais qui n'a même pas participé au processus. Tcha! Non. Monsieur. Ces aventures-là, il faut arrêter. Moi, je vais être candidat et je battrai les candidats de l'Union sacrée aux urnes. Nous allons nous battre aux urnes. Ces histoires-là, des armes, ça va nous reculer pour rien. Et comme républicain, comme démocrate, je ne peux pas soutenir l'usage d'armes pour construire un État. Non. Il faut qu'un gang vienne. Non. Nous allons imposer à notre peuple la maturité politique de faire un choix idéal. Et vous ne savez pas le choix de 2028 parce que Félix Tshisekedi ne sera pas candidat. C'est ce que vous n'avez jamais analysé. Mais attention, Kabouya nous a dit que ne croyez pas qu'il est au dernier mandat. Bon, tout ce qu'il il estime que c'est le français, c'est ce qu'il a passé comme message. Oui. Que quoi? Il a dit quoi? Qui vous a dit que c'est le deuxième et le dernier mandat de Félix? Qui vous a dit? Lui qui lui a dit que ce n'est pas le dernier mandat. Parce que nous, c'est la Constitution qui nous a dit. Maintenant, lui qui lui a dit que ce n'est pas le dernier mandat. Donc il a un autre schéma. Parce que nous nous fondons sur la Constitution. 2 mandats suffisent pour chaque président s'il est réélu. Bon, lui maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit que ce ne sera pas le dernier mandat? C'est qu'il a un autre schéma. Voilà un autre suspect. Il est assimilable à ce que le type est en train de faire. Ça, c'est grave. Merci, Louis-France Kouzike-Santotila. Maintenant, on va je serai le président du Congolais. Un président qui donnera l'honneur et la dignité au peuple congolais. Un président qui sera capable. Est-ce que vous n'avez pas constaté que je suis toujours habillé en noir et blanc? Depuis, je ne change plus non. Aujourd'hui en jaune, demain en bleu, non. C'est costume noir, cravate noire, chemise blanche. C'est comme ça. C'est déjà le look présidentiel. C'est la discipline. Et tous les officiels de mon gouvernement, tous les ministres s'habilleront comme ça.
Vous ne pouvez pas venir avec des chemises multicolores, tout ça, avec des chaînettes. Comme Godin Poe. Pasteur Arc-en-Ciel. C'est trop sale. Nous allons donner le goût du pouvoir. Nous allons donner le goût de la fonction d'État, monsieur. Nous allons donner un contenu à la fonction d'État. Et je serai un Congolais, le président qui donnera à chaque Congolais l'eau, l'électricité, du champagne pour tous, du foufou pour tous, du riz pour tous, du makemba pour tous. Merci, le François. Parce que je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, une catégorie de gens peuvent prendre du champagne et que le peuple n'ait pas même pas l'eau de robinet pour boire. Merci. On va boucler avec Mozitou. On prend la vidéo et puis on dans revient. Dans la maison de chaque Congolais, aujourd'hui, il y a un groupe électrogène. Parce que l'énergie pose problème. Et aujourd'hui, tous les projets là des panneaux solaires sont en train de prendre de l'âme parce que tout le monde veut chercher des panneaux solaires. Dans un état normal, on ne pouvait pas voir des panneaux solaires. Je n'ai jamais vu, jamais entendu parler. C'est comme ça que c'est le genre de président que je serai qui vient apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Et je le ferai. Merci. Chose promise. On va voir comment ça va se passer. Et puis, on juge les maçons au pied du mur, comme dit-on. Donc, on prend d'abord Mozitou, et puis on va accorder 1 minute à lui, France, pour conclure de Mozitou. Mozitou fait beaucoup de bruit à Kinshasa. Mozitou crie beaucoup. Il vient avec révision constitutionnelle, constitution définitive, ainsi de suite. Il veut qu'on finance les partis politiques comme si c'était des unités de production. Ce ne sont pas des entreprises, s'il vous plaît, cher Mfumumpa. On prend d'abord ce que tu as fait là-bas. Il me semble que les latrines à l'intérieur sont de très mauvaises hygiènes. Mais ça, on va montrer dans l'exploitation de la vidéo comment même les gens ne préfèrent pas vraiment les... Lui-même, quand il va, il ne dort même pas là-bas. Mais comment ça? Il dort à l'hôtel de Jean Philbert. C'est trop humide à l'intérieur. Mais toi, tu vas aller dormir comment? Il y a des cafards, il y a tout. Tu vas aller dormir. Prenons d'abord, on voit d'abord tout ce qu'il y a comme immeuble de Mozitou à Kikwit. Et puis on revient, on vous donne la parole. On va conclure Nathan 15. Grand Hôtel de Kikwit. Et voilà, merci beaucoup réalisation. Donc de tout l'immeuble, toilette ezaka moko na se et puis à coup direct. Situation en Bazulu Kaba, comment il faut régler ça, la climatisation ne fonctionne presque plus. Donc à Kikwit, c'est ça le grand hôtel que Mozitou a doté à Kikwit. Dans ces conditions-là, sans balcon, c'est compliqué. Monsieur Nononcourt. Oui, oui, monsieur Dufrance. Ça, c'est la traduction expressive de l'expert en économie. Mozitou. Donc, dans son propre domaine d'économie, regarde les résultats. Mais aujourd'hui, comme il est à l'Union sacrée, la bonne manière, c'est d'accompagner une révision constitutionnelle pour doter Félix Tshisekedi le 3e mandat et de faire de lui le ministre pour réhabiliter cet hôtel qui ressemble à un cercueil. Même la forme. Là n'est pas le problème. Le plus grand problème, c'est même de vitres cassées. Quand lui-même il va là-bas, il ne dort pas là-bas. Mais pourquoi pas? Non, il ne dort pas là-bas. C'est l'heure de ses propres agents. Je suis allé interroger ses propres agents à lui. Le dossier est en train d'être formalisé. Mozitou ne dort pas à son hôtel. Il y a des cafards, il y a des lézards, ça pue là-bas. Des toilettes, il faut quitter le 3e niveau pour venir se soulager en bas. L'eau ne coule pas. Et l'expert en économie, c'est lui qui veut changer la constitution. Qui veut changer la constitution pour développer le pays. Qu'il commence par doter d'abord des toilettes dans cet hôtel-là. Ce n'est pas digne, parce que là-bas, qui coûte, c'est chez moi. Je peux accepter tout, mais là-bas, tout le monde est sous radar. Merci beaucoup. Donc, l'enquête que CML13 va lancer est une enquête. Vous connaissez déjà le rythme de cette enquête-là. Qui a fait quoi chez lui? Voici ce que Mozitou a fait chez lui. Et ici, il trompe les Quinois, où il a été le meilleur Premier ministre, mais pour construire l'hôtel où on devrait dormir, ne fût-ce que regarder.
Donc ça, c'est le type de Premier ministre qu'il était. Quand vous prenez vraiment la posture de Mouzito comme Premier ministre, et ça, cet hôtel-là, c'est le prototype. Alors, venir nous berner les brous ici, l'objectif à lui, c'est de doter à Félix Tshisekedi le 3e mandat. Comme ça, on va faire de lui Premier ministre. Parce qu'il est déjà à l'Union sacrée. Qu'il nous arrête les bruits, il est déjà parti. Nous, on considère qu'il est parti. Donc, il nous arrête un peu le bruit parce que le peuple a beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre. Il me semble qu'on lui a promis le poste de vice-ministre en relation, vice-ministre en relation avec le Parlement. Il est en train de douter. Mais lui-même, bourgmestre, il va prendre. Que c'est trop petit. Il n'a plus de moyens. Non, il a refusé, il dit c'est trop petit. Trop petit par rapport à quoi? Il est qui? Qu'est-ce qu'il est? Le poids politique. Il a combien de députés dans son ancien élan là? Merci, Lufos. Dans son ancien élan, il a combien de députés? Nathan Ganza, on a pratiquement fini. Un mot pour faut qu'on arrête. S'il vous plaît, il faut qu'on arrête de blaguer quand même avec le peuple. Il avait fallu des sacrifices énormes pour doter à ces pays une constitution. Tout ce que nous demandons à Félix Tshisekedi et à tous les régimes, c'est de développer les pays, de doter au peuple ce qu'il mérite, d'arriver en 2028, de laisser la place aux autres. Point. Merci beaucoup. Nathan Ganza, un mot pour Mouzito. Très bien. Un mot pour Mouzito, c'est vrai, ça sera difficile pour moi de les dire. Quoi? Tu es membre de Nouvelle Non, attendez, ça sera difficile pour moi de les dire comme ça, mais on s'apprête. Les radars sont déjà là. Il y a des braqués. Les radars sont braqués. Il est trop proche de mon gomme. Non. Les radars sont braqués. Nous sommes des démocrates. À 5 mètres, c'est comme ça. Oui, les radars sont braqués. Tu peux prendre il n'y a pas d'instruction. Personne ne vous oblige. Je ne peux pas peut-être les dire sur ce plateau. N'ayez pas peur. Je fais autrement. Mais c'est flagrant, bon, selon toi même. Qu'est-ce que tu vois? Quel est le mot à placer? Est-ce que ça peut ressembler à un hôtel d'un ancien Premier ministre? Mes mots, c'est à suivre dans les commentaires. Nathan Ganza, très proche de Nouvelle là. Merci beaucoup. Il est libre. Merci à vous surtout merci pour l'émission, merci pour les moments qu'on a passés ensemble. Je pense que l'avenir nous réserve plus. Vraiment, l'avenir nous réserve plus, surtout pour le rendez-vous de 2028. C'est tenu, tous les Congolais qui m'attendent. Quand j'ai voyagé dernièrement, j'étais vite fait, donc j'ai pas pu. Donc quand je vais rentrer, vraiment, je vais tenir quand même des conférences avec les Congolais, essayer d'échanger, discuter des questions du pays ensemble. Dans l'avenir, on verra quand même quels sont les petits projets du développement qu'il faut entreprendre, tout ça, et puis des initiatives. Pas des initiatives de soulèvement. Moi, je ne ferai pas les soulèvements. Vous êtes un démocrate. Moi, même des soulèvements, je n'aime pas. Moi, c'est ici. Mon soulèvement, c'est ici. Je viens avec mon cerveau ici. C'est tout. Voilà l'émission. Moi, il faut m'attendre par des discussions, de débats d'idées. Les histoires, oh non, tout coûte en place, tel, oh non, non. Ces histoires-là, moi, je ne fais pas. Merci beaucoup. C'est ça, la bonne révolution. Mais la révolution je soutiens les marches. S'il y a des marches pacifiques, oui. Pas d'armes. Pas de pierres, pas de ceci, non. Marche, tout ça, marcher, ceux qui biloko matitalo, ceux qui boye, marche, ça j'encourage. Mais des activités subversives, des activités anti-patrie, ça je ne suis pas d'accord. Merci. Il faut me laisser en 2028, je dois devenir président, il ne faut pas m'embrouiller. Le président jeune. Voilà. Il ne faut pas venir perturber la situation ici. Nous allons veiller pour qu'il n'instaure pas la dictature, parce qu'on va faire l'opposition si vous avez vu ici, mon propre agent, moi s'est opposé. Il est devenu mousitiste. Est-ce que vous m'avez vu les gêner? Non. Je suis démocrate de sang et je le serai. Merci beaucoup. Ça, on le sait bien pour avoir passé beaucoup de temps, surtout sur le plan professionnel avec vous. Votre savoir-faire nous a beaucoup transformé. Merci à vous aussi, les Congolais, pour la confiance dont vous avez renouvelée à votre chien de l'excellence et du professionnalisme pour ces magazines qui vous apportent beaucoup en termes de réflexion et surtout en termes d'orientation, d'opinion. Et voilà que nous mettons un terme à ces numéros d'aujourd'hui. Nous allons vous fixer rendez-vous. Mais ce n'est pas professionnel en pleine émission de chatter le téléphone. Il est écrit à Mouzito que je vous ai défendu. Ah! L'émission est finie. Au revoir. C'est pas possible.